Alors, Mathieu Cizel est enseignant-chercheur. Alors, je ne sais pas si je prononce correctement, CI-Tech? Vous le dites CYTech. CI-Tech. CYTech. Ok. Après avoir fait une thèse au sujet des MOOC et un post-doctorat à l'Université Paris 5, et il enseigne également la biologie au lycée, c'est ça? Non, j'ai enseigné un petit peu au collège la biologie pour tester justement le numérique dans la pratique. C'est ça. Donc, tu es spécialiste de l'éducation numérique. Et alors, la situation aujourd'hui ne laisse pas vraiment le choix aux enseignants de changer drastiquement leur méthode d'enseignement. Alors, avec peu ou pas du tout de préparation, et Mhm. notamment de passer au numérique. Alors, nous, le retour qu'on a, c'est qu'un certain nombre d'entre eux sont assez inquiets de devoir conserver, d'être obligés de conserver ces méthodes d'enseignement, même une fois le confinement terminé, et pensent que le numérique sera dorénavant imposé dans les écoles. Donc ça, c'est un petit peu le contexte de ce live. Et pour comprendre un petit peu mieux la situation actuelle, est-ce que tu pourrais nous faire un état des lieux assez général sur la place du numérique avant le confinement dans les écoles et la situation aujourd'hui? Alors, je pense que pour moi, le mot-clé, c'est disparité d'une école à l'autre. Donc, disparité en termes d'équipement, en termes de pratique. Je vais donner quelques exemples. Euh, En termes d'équipement, il va y avoir beaucoup de disparités sur la question du Wi-Fi, sur la question des tableaux numériques, sur la question des tablettes ou ordinateurs, du nombre de tablettes par élève. C'est bête, mais quand le Wi-Fi passe son temps à sauter dans une école, bah ça finit par décourager des enseignants qui remisent les tablettes au placard et on les voit sortir une fois tous les 36 du mois. Après, il va y avoir aussi des disparités en termes de connexion à des ENT. Alors, ENT, espace numérique de travail, ça va être tout ce qui était ce qui va être communication vie scolaire avec les entre parents et enseignants, mais ça peut être aussi pour tout ce qui est partage de ressources et donc dans une application plus pédagogique. Et alors que dans les collèges, donc en tout cas en France, c'est complètement généralisé, dans les écoles primaires, il reste encore un choix et donc euh, certaines écoles font le choix d'avoir un ENT, d'autres non. Euh, Par exemple, sur Paris, récemment, il y a eu tout ce qui est il y a un ENT avec lequel je travaillais quand j'étais étudiant, donc pas étudiant, enseignant, Paris Classe Numérique, et du coup là qui est en train de percoler dans un certain nombre d'écoles primaires à Paris. Il y a tout un voilà, il y a tout un écosystème. Et en fin de compte, entre les choix d'avoir un ENT ou pas, d'avoir un Wi-Fi qui marche ou pas, d'avoir des tablettes ou non pour les élèves, ou combien de tablettes par élève, en fait, on a un paysage qui est complètement éclaté d'un établissement à l'autre. Après, évidemment, il y a aussi le facteur humain. C'est bête, hein, mais au sein de l'école, bah, il y a dans quelle mesure les enseignants sont réfractaires ou au contraire moteurs dans l'utilisation du numérique. Souvent, ça tient à un ou deux enseignants qu'on pourrait qualifier d'ambassadeurs et qui jouent un rôle de catalyseur et qui peuvent dynamiser un peu une communauté locale. Euh, mais ça tient aussi parfois à des facteurs qui sont pas enfin qui sont hors de l'établissement. J'avais beaucoup vu ça pendant mon postdoc où j'ai passé 3 ans dans les collèges et écoles de France et de Navarre, enfin surtout région parisienne. C'est bête, hein, mais les mairies ont un rôle en fait souvent dans la maintenance des appareils. Et du coup, quand un projecteur tombe en panne et qu'on doit attendre la mairie, si la mairie est réactive, ça va très vite. Si la mairie est pas, du coup, on peut avoir beaucoup de temps. Donc voilà, on a un peu ce paysage un peu éparpillé avec des tendances assez surprenantes. En tout cas, en France, c'est souvent dans les zones les moins favorisées, REP+, qui a le plus de crédit et aussi qu'on a les enseignants les plus jeunes et en général les plus porteurs en matière d'innovation numérique. Donc
la situation n'est pas aussi simple que entre guillemets, les riches écoles, par exemple, parisiennes favorisées qui sont très en avance sur le numérique, pas du tout. Contrairement à ce qu'on pourrait croire instinctivement. Merci beaucoup. C'était effectivement donc la situation normale, quoi, entre guillemets. Est-ce que tu as un petit peu un aperçu actuellement sur les choses qui sont mises en place par les différentes écoles en termes de numérique? Alors, ça va dans tellement de directions que je peux pas avoir un aperçu sur tout, mais il y a des choses que je suis d'un peu assez près. Tout ce qui est intelligence artificielle ou apprentissage adaptatif et apprentissage de la lecture et de l'écriture. En ce moment, il y a des choses intéressantes qui se passent. C'est-à-dire que on a en lice différentes startups où je pense à Lalilo, Caligo, je pense aussi à Domotio, qui sont des startups qui sont plus ou moins spécialisées soit dans l'apprentissage adaptatif, soit dans la lecture, soit à l'intersection entre les deux. Et c'est des outils où l'ambition est vraiment de passer à des échelons nationaux à moyen terme. Du coup, je trouve que ça, c'est des choses intéressantes. Mon petit frère est enseignant dans une école primaire parisienne. Du coup, je peux avoir des échos de ce qui se passe. Et en effet, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de bouger de ce point de vue-là. Après, on a, entre guillemets, des percées sur des approches qui peuvent être assez prometteuses, ces percées, tout en ayant évidemment une certaine inertie sur un certain nombre d'outils qu'on souvent on impose aux enseignants pour diverses raisons. Pas toujours mauvaises dans le fond d'ailleurs, mais qui vont créer des décalages entre des fonctionnements un poil quel est le terme politiquement correct, un poil bref, qui sont pas exactement un reflet de la modernité la plus extrême, et en même temps des avancées qui sont assez, j'ai envie de dire state of the art, presque. Super. Et alors c'est une question que je me pose aussi, vu la situation. Comme on le dit, on le répète, personne n'était prêt, on n'était pas prêt non plus à travailler à la maison, on n'a pas forcément les bons réflexes. Mais par rapport aux enseignants, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il est nécessaire que les acteurs du monde de l'enseignement, donc que ce soit les enseignants, les directions, les éducateurs, aient un minimum de bagage au sujet de l'éducation par le numérique et au numérique? Je ne peux que prêcher pour ma paroisse. Évidemment. Après, je tiens pas à donner cette impression que le numérique est la solution à tout et que c'est l'alpha et l'oméga. Et il faut pas se mentir. Dans l'état actuel des choses, le numérique, souvent en classe, ça peut mettre en difficulté. Donc, s'il y a un bagage à avoir, c'est pas nécessairement que sur la connaissance des outils et sur comment les utiliser. Il y a aussi un bagage en fait de logistique bête et méchante, mais comment faire en sorte que quand on se lance en tant qu'enseignant dans une séance avec du numérique, on perde pas 15-20 minutes juste à se connecter. Donc quand on a prévu une séance allez, 50 minutes, parfois soyons fous, 1 heure et demie avec un outil numérique, il faut comprendre qu'on doit tout mettre en sorte pour que les enseignants, quand ils décident de se lancer et qu'ils prennent leur courage de main pour lancer ça, tout doit être de leur côté. On peut pas se permettre de « Ah, mais il y a ce problème, ah, machin. » Et du coup, à cause de choses que eux, ils ne contrôlent pas, de les mettre en difficulté face à leurs élèves. Et c'est un effet vaccination très puissant. On se rate devant les élèves une ou deux fois et c'est une séance un peu douloureuse. Ça suffit à décourager beaucoup d'enseignants. Donc, quand je dis bagage, pour moi déjà, le bagage, il est d'ordre de la logistique. Il concerne les enseignants, évidemment. Il concerne un petit peu les élèves qui, parfois, bon, on va me dire, c'est le métier d'un élève que d'être distrait, d'oublier ses mots de passe, d'oublier de charger sa tablette. Enfin, c'est normal, c'est à donner. Mais c'est vrai que ça pourrait aider s'ils émettaient du leur un petit peu aussi parfois. Mais bon, ça c'est un détail.
Après, je pense que le bagage, enfin, il y a un double élément. Évidemment, il faut avoir une sorte de vision de ce que pourrait être l'éducation à long terme, mais on peut pas quand je dis bagage, on peut pas se contenter d'avoir une vision. Il faut aussi régler les problèmes du quotidien très très basiques quelque part Ouais, avant de pouvoir avoir des ambitions plus élevées. tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Et Ça donc, change de plus, j'espère. pardon? C'est du vécu pour moi. C'est Ah vraiment ouais, pas ça se terrible. sent, ça se sent la douleur. Euh, et donc, tu sais qu'à Bibliothèques sans frontières, on adapte en français la plateforme Khan Academy. Il y a aussi une Mhm. grosse crainte qui ressort, donc ça c'était déjà avant le confinement, mais encore actuellement, de la part des enseignants qui ont cette crainte que ce type d'outils, donc des outils d'apprentissage en ligne, finalement remplacent un petit peu leur profession. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, on a la même problématique dans le supérieur là parce qu'on est en train d'utiliser des plateformes qui ont un fonctionnement analogue à celui de la CAN. Euh, Moi, je crois pas du tout que ça puisse remplacer. C'est juste que dans le meilleur des cas, ça fait évoluer en fait les tâches des uns et des autres. Euh, mais j'ai envie de dire, c'est un peu le même débat depuis les années 60 avec ce que les machines à apprendre de Skinner et tout ça, et bien un peu behavioriste. On avait déjà ce débat dans les années 60 sur est-ce qu'on va remplacer. Pour le moment, ça fait 50 ans qu'il y a ce débat qui revient de manière régulière juste sur des machines à apprendre façon Khan Academy. Bah non, c'est pas encore arrivé. Et ça va probablement pas arriver. Après, moi je trouve que c'est toujours la même réponse depuis 60 ans. Hein. Dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui se passe, c'est que on déporte en fait les activités un peu répétitives sur la machine pour pouvoir faire de la pédagogie plus active en classe. Je vais utiliser le même exemple que Skinner a utilisé il y a 60 ans. Hein. Je veux dire, l'orthographe, je veux dire, les mots, parfois, pour que ça entre, bah, et l'élève, il faut insister sur le même mot pendant 60 fois. Bah, c'est ennuyeux pour un enseignant de le faire. Déjà, quand il a un élève, mais vous imaginez, il peut pas faire ça de manière différenciée pour 20, 30 élèves, c'est pas possible. Donc, c'est pas choquant que ce soit une machine qui, euh, qui fasse ça. En plus, c'est pas franchement passionnant. C'est pas les tâches les plus passionnantes pour un enseignant qui peuvent être automatisées. Donc, j'ai envie de dire, il reste ensuite toutes les tâches non automatisées. Enfin, pour le moment, on n'est pas encore au stade où on peut, par exemple, tout ce qui est démarche d'investigation, tout ce qui est, il y a énormément de tâches qui sont pas du tout automatisables. Et donc, prétendre que ça va se substituer au prof, c'est avoir une vision extrêmement behavioriste, en fait, justement, de manière paradoxale, ce que c'est que le métier d'enseignant. Les enseignants sont pas des machines. Donc, à partir du moment où s'ils pouvaient être remplacés par des machines, ça voudrait dire qu'ils étaient eux-mêmes, ils avaient un métier de machine. Or, c'est pas le cas et ça n'a pas vocation à être le cas et ça peut évoluer dans le bon sens. Quoi. J'aime beaucoup cette comparaison. En fait, les machines peuvent être remplacées par des machines, mais Bah oui, des c'est ça. On n'est pas commentaires. en tant qu'enseignant, on n'est pas des ouvriers sur une chaîne, quoi. Et tout à fait. Heureusement. Et on a On- justement des commentaires qui abondent en ton sens, avec un internaute qui nous fait cette remarque que le numérique à l'école est surtout efficace s'il y a peu d'élèves en classe, donc selon lui, maximum 8-10, si on veut qu'il y ait en plus une interaction avec le prof qui émet son cours, enfin, je lis entre les lignes, mais il y a aussi un commentaire du coup qui nous dit et l'interaction avec beaucoup de points d'interrogation. Donc effectivement, ça rejoint exactement ce que tu disais. Euh, et donc, pour revenir un petit peu à cette crainte, comme je le disais, de ces enseignants, est-ce que tu penses que la situation actuelle est une parenthèse, donc avec d'un côté, cette obligation qu'on a d'utiliser le numérique pour communiquer? Hier, pendant la conférence à 17h30 de Bibliothèques sans frontières, il y avait aussi un internaute qui trouvait scandaleux le fait que les profs doivent utiliser, par exemple, Facebook pour communiquer avec ses élèves, donc qui n'est pas du tout un outil Il y a eu cette obligation. Pardon? Il y a eu obligation d'utiliser Facebook.
Non, non, je pense qu'il a trouvé Oui. un moyen de communiquer avec ses élèves et que le meilleur moyen était Facebook parce qu'il avait Mhm. justement pas d'outils qui étaient proposés par son école pour le faire de façon efficace. Voilà. Donc il y a ce côté-là que les profs. Euh, enfin, moi, je me rappelle quand j'étais étudiante, c'était un peu la même chose. On utilisait plein d'outils et puis finalement, on retournait sur Facebook parce que c'était c'était le plus efficace. Mais est-ce que tu penses, du coup, que toute cette situation-là est plutôt une parenthèse qui va être oubliée aussi vite qu'elle a été mise en place, ou bien est-ce que peut-être que les gouvernements vont un petit peu plus pousser pour l'utilisation du numérique à l'école? Donc là, c'est vraiment ton opinion. Est-ce que tu penses qu'après le confinement, on aura un peu plus de numérique qui sera utilisé? Alors, j'ai pas de boule de cristal, mais si je devais répondre en termes d'imposition, je crois pas que les autorités soient réellement en état d'imposer quoi que ce soit. Évidemment, enfin, si évidemment en tant qu'enseignant, on va utiliser des outils qui sont interdits, on va se faire taper sur les doigts. Mais imposer, ça a jamais vraiment très bien marché. Ce qui marche, déjà, ce qui marche, c'est quand les outils ils marchent. C'est idiot, mais en fait, c'est vraiment très dans l'esprit français et l'éducation nationale, il y échappe pas. Euh, D'imposer des outils qui font à peu près la même chose que les outils grand public en théorie, que ce soit les Google Drive, enfin les outils synchrones, asynchrones. Et parfois, ces outils, certains marchent, d'autres marchent moins. Et on se retrouve en tant qu'enseignant avec une batterie d'outils où on se dit, waouh, enfin, on m'impose d'utiliser ça. Il y a cette pression de ah non, mais attention, vous avez l'interdiction stricte d'utiliser des outils grand public parce que les données vont aux États-Unis, etc. Alors sur le fond, je suis d'accord. Hein, c'est pas bien du tout qu'on n'ait pas une indépendance par rapport à ça. De là à conclure qu'on doit utiliser des outils parfois un peu dysfonctionnels, il y a quand même un bas. Et en fin de compte, je trouve qu'il n'y a rien de tel pour dégoûter les enseignants du numérique que que d'imposer des outils dysfonctionnels. Après, ce que je pense que tous les enseignants qui auront vécu cette transition comme une souffrance parce qu'on aura imposé une batterie d'outils numériques, une fois la période de confinement terminée, je doute qu'ils modifient fondamentalement leurs pratiques. Même, je pense on les aura ancrés dans leur conviction que le numérique éducatif, c'est pas pour eux. Après, ce que j'aimerais espérer, parce qu'en fin de compte, oui, l'avenir de ce qui va se passer après le confinement, ça va beaucoup dépendre des enseignants, comment ils auront vécu en fait le numérique pendant le confinement. Après, moi, ce que je vois, bon, et là, je vais pas parler en tant que chercheur, je vais parler en tant que personne qui a des échos via ses collègues, via sa famille de ce qui est en train de se passer. Il y a quand même des pratiques qui sont en train de s'ancrer, c'est-à-dire que oui, quand on est obligé en tant qu'enseignant d'utiliser un outil de dictée à distance, des choses comme ça, finalement, on va devenir les outils qui ont bien marché, qui ont été ancrés dans des pratiques pendant plusieurs semaines. Quelque part, j'ai envie d'espérer que une fois cette situation exceptionnelle disparue, il se soit ancré dans les pratiques et que on revienne à ça et quelque part, on peut voir ça. J'ai envie de dire, imagine la métaphore d'une marée qui dépose plein d'objets. Alors pendant la période de grande marée, ça atteint tous les sommets jusqu'au haut de la plage. La marée descend, ça a laissé quelques débris. Par débris, oui, c'est pas le bon terme, quelques objets qui vont rester là dans les pratiques. Donc Merci voilà. beaucoup. Je rejoins encore une fois ton avis. Et on a Lucie qui nous rappelle également de ne pas oublier les élèves en situation de handicap, pour qui l'écriture peut être source d'échec et de stress, et donc l'utilisation du numérique est l'une des solutions pour que l'élève puisse s'exprimer. Et c'est vrai que c'est une très très bonne remarque, Lucie. Et c'est un petit peu, je pense que Mathieu, pour toi aussi, c'est ça. Le numérique est utile dans certaines situations avec un certain type de public.
va être moins efficace dans d'autres situations avec d'autres types de publics. C'est pas la solution à tout. Et effectivement, nous, on a ce retour aussi sur Khan Academy pour les enfants en situation de dyscalculie, pour qui l'utilisation des vidéos qu'on peut regarder encore et encore et encore aide énormément, et de ne pas avoir aussi le jugement d'un prof qui va perdre sa patience au bout d'un moment. Enfin, j'en ai aussi, donc c'est vrai que quand tu répètes 3, 4, 5 fois la même chose, c'est difficile de ne pas faire un petit soupir ou ça. Qui va bloquer des enfants qui déjà ont du mal ou qui ont une phobie scolaire. Enfin, et donc là, le numérique peut effectivement être une super idée, quoi. Alors, Et, donc il y a le numérique en soi et ses avantages comme le côté asynchrone et tout ça. Après, il y a des technologies pour les 10. Il y en a plein qui ont été développées pour la dyslexie, pour la dyscalculie. Enfin, et là encore, c'est très spécifique. C'est des technologies niches. Et j'ai pas prétention à les connaître toutes, mais en tout cas, il y a aussi cet aspect-là qu'il faut pas me négliger, quoi. Tout à fait. Et ça m'encourage à te poser cette question. Est-ce que tu penses que les gouvernements pourraient potentiellement allouer plus de budget aux écoles pour l'intégration du numérique, la formation des enseignants au numérique, donc technique et aussi pédagogique. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, ce côté logistique qui n'est pas entre les mains des enseignants, qui n'est pas entre les mains des élèves, mais qui devrait venir probablement d'ailleurs. Est-ce que un budget qui est plus important pourrait régler certaines problématiques? Alors, bien sûr qu'un peu d'argent peut pas faire de mal, mais après, je pense pas qu'il faut raisonner en termes de budget, mais vraiment en termes d'efficience de la dépense. Parce que si pour le budget, c'est pour refaire ce qu'on fait périodiquement, à savoir acheter N milliers allez, centaines de milliers de tablettes qui, au bout de quelques mois, finissent toutes dans les placards pour être utilisées tous les 36 du mois, je suis pas sûr que la question de budget soit vraiment la seule. La question, c'est d'avoir une stratégie sur le long terme. La question, c'est aussi, je pense, de raisonner en termes de flexibilité. C'est-à-dire que entre les contraintes matérielles, logistiques, d'avoir bêtement un Wi-Fi qui marche, et et surtout toutes les règles en fait qui s'imposent, qui font que en fait la règle finit par primer sur l'usage. C'est-à-dire, oui, on comprend que il y a tout un tas il y a tout un tas de règles qui sont de bon sens. La sécurité des données en fait partie évidemment. Mais si la règle fait qu'on ne peut plus rien faire ou qu'on est obligé d'utiliser des outils des web des années 90, eh ben, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. C'est-à-dire que on peut pas avancer avec 20 ans de retard. Il y a un moment, il faut être capable aussi, et je vais dire un propos qui est pas consensuel, mais il faut être capable aussi d'avancer avec des technologies et des applications qui sont pas conçues en France. C'est-à-dire que la France n'est pas le centre du monde et certainement pas du point de vue des technologies éducatives. Donc on peut le déplorer, mais on n'est pas franchement encore les plus avancés sur ce point-là pour diverses raisons historiques sur lesquelles je vais pas m'étendre ici. Et quand bien même on serait fort, je veux dire, on est un petit pays de 60 millions d'habitants. On a des tas de voisins européens qui font du très bon travail, et voire moins européens maintenant, les Britanniques, qui sont très dynamiques. On a les États-Unis qui sont extrêmement dynamiques aussi. Alors oui, évidemment, il faut faire attention, il faut imposer que les réglementations sur les données soient respectées, qu'il y ait des serveurs en France, etc. Mais, et d'ailleurs ça se fait, je veux dire, Microsoft, quand on l'utilise dans les classes de France et de Navarre, il respecte les RGPD. Mais on peut pas uniquement avoir une approche franco-française des techno-éducatives, aussi patriote puisse-je être sur la production nationale française. J'ai travaillé un petit peu aussi à essayer de développer des techno-éducatives à la française, et je suis le premier à dire que les Américains ou les Britanniques font du très bon boulot, et qu'on peut pas, et les Canadiens aussi, les Canadiens ils sont très forts. On peut pas toujours faire cocorico et écarter la créativité d'autrui, quoi. Merci beaucoup
pour ces remarques. Moi, je pense qu'on peut aussi confirmer ça par rapport à la Belgique. En général, je pense que les pays, effectivement, aiment bien développer leurs solutions. Maintenant, effectivement, c'est loin d'être consensuel. Et selon toi, s'il y a une leçon un petit peu à retenir de cette période de confinement liée à l'éducation au numérique et par le numérique, qu'est-ce que ce serait the leçon à retenir? Grosse question. C'est difficile à dire, mais moi je crois beaucoup. Alors là, je vais presser pour votre paroisse, hein, mais je crois que le fait d'avoir une gamme d'activités gratuites sur lesquelles on peut envoyer les élèves facilement avec des ressources vidéo, des exercices qui vont avec, comme Khan Academy, comme en fait déjà pas mal de plateformes. Bah, c'est un enjeu stratégique national. Et actuellement, la situation est assez compliquée par le fait que euh, il y a une offre, hein. Il y a une offre, mais déjà elle est éclatée. Ensuite, l'État n'a qu'un pouvoir très relatif sur la création de cet écosystème de ressources en ligne, pour des raisons constitutionnelles. C'est-à-dire qu'en France, l'État, par exemple, ne peut pas écrire ses manuels scolaires. Les manuels doivent être écrits par le privé. Et après, c'est à l'État et aux enseignants, aux établissements de faire leur choix. Mais de la même manière, ce qui s'applique aux manuels scolaires s'applique aux ressources numériques en ligne. Et si jamais on commençait à dire, bah voilà, nous en tant qu'État, on produit des ressources et on les met en ligne, et bien tout de suite, les éditeurs et un certain nombre d'acteurs privés peuvent légitimement dire, bah là, vous respectez pas la loi. Il y a dans la Constitution française et ce qui s'est passé sous Vichy dans la guerre est en grande partie responsable de cette situation. On peut pas faire tout et n'importe quoi. Du coup, on est quelque part obligé de se fonder sur de l'offre d'acteurs privés, donc qui certains font ou associatifs ou d'enseignants qui ont des initiatives personnelles et ou qui passent par des communautés privées ou non d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que le pilotage des politiques publiques, pour le moment, là, je suis en train de me disperser dans beaucoup de directions. Mais ce que je suis en train de dire, en fait, c'est que cette situation et la loi et la Constitution ne doivent pas nous empêcher d'avoir une stratégie à long terme en tant qu'État. C'est-à-dire, oui, on a des spécificités françaises. De là à dire qu'on va, entre guillemets, toujours se fonder sur la main visible du marché pour créer cet écosystème de ressources en ligne, bah, je trouve que la réalité du terrain montre que cela n'a pas réellement marché. Parce que et que je trouve que la leçon à tirer, c'est qu'on doit repenser intégralement notre stratégie de constitution d'un écosystème numérique de ressources pour les profs. Et j'ai envie d'appliquer à l'éducation nationale le raisonnement que j'avais tiré quand j'ai fait ma thèse sur les MOOC. C'est-à-dire que on a beaucoup d'initiatives, ça part dans beaucoup de directions, mais pour tout un tas de raisons, on a du mal à avoir quelque chose de structuré, un peu carré, qui permette aux enseignants de se retrouver rapidement sans avoir à passer des mois à parcourir tout l'existant, toutes les applis, toutes les ressources. Certains vont dire tout de suite, ah oui, mais il y a tel portail qui fait ça. Mais justement, il y a N portails qui font ça. Et en fait, c'est une épreuve assez dure pour les enseignants qui, en plus, ont été forcés de se baigner dans cet univers, de sauter dans l'eau du bain sans avoir quelque part des indications claires de la part de toute forme d'autorité, de direction dans laquelle ils peuvent aller. Et donc, Merci. je pense qu'avoir une vision stratégique à long terme, nationale de cet écosystème de ressources, c'est un peu la leçon que j'ai envie de tirer de cette crise. Je suis d'accord.
On a des questions assez croustillantes alors prépare-toi bien, des internautes. Alors, C'est ça. une première question qui est un petit peu plus d'ordre pratique. On a, donc je suis désolée si j'écorche votre nom d'utilisateur, Ognien, je sais pas, qui demande comment est-ce qu'on peut organiser la classe. Est-ce qu'il vaut mieux une classe un peu informatique déjà tout équipée, donc une classe pour toujours tous les mêmes élèves, ou bien est-ce qu'il vaut mieux que chaque élève ait son propre ordinateur de poche ou sa tablette, j'imagine. Alors déjà, tablette contre ordinateur, je réponds tout de suite ordinateur. Mhm. Pour une raison très très simple, eh ben, essayez de taper un texte à la tablette et essayez de taper un texte avec un clavier. Alors vous allez me dire oui, il y a des claviers qui se mettent sur les tablettes, certes. Ben c'est pas du tout la même vitesse. Et ensuite, il y a des logiciels qui sont utilisables sur ordinateur dont on a envie que les élèves s'approprient et qui sont pas sur tablette. En France, on est encore avec une dominante tablette, mais dans tous les pays qui ont un peu d'expérience, ça a commencé avec tablette, puis c'est passé à l'ordinateur. Et en France, bah, on peut espérer que ce soit un peu la même trajectoire un jour. Et l'autre question, c'était sur le nombre. L'autre partie de la question, c'était sur. C'était est-ce qu'il vaut mieux une seule classe déjà équipée, genre une salle informatique, cyberclasse. Non, 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 la salle informatique vaut mieux pas. Non, non, il faut avoir. Non, parce que on perd un temps fou. Les élèves aiment pas toujours, et je trouve que non, non. Ce qui est bien, c'est avoir soit les flottes d'équipements qui dorment dans un placard, qui peuvent aller d'une classe à l'autre. Comme ça, en plus, on est à peu près sûr. Soit que chacun ait sa tablette ou son ordinateur de préférence. Et comme ça, on perd pas de temps. Ça permet d'économiser du temps sur la connexion et les mots de passe. Hmm. Euh, Chacun a son truc. Donc après, oui, bah il y a plus de problèmes. Et en plus, ce que je trouve intéressant, le fait que chacun ait son ordinateur. Mais bon, là, on est sur des problèmes de riches. Euh, tous les élèves, tous les départements, toutes les collectivités n'ont pas la force de frappe financière pour pouvoir faire ça. On peut s'en tirer très bien avec une classe mobile hein, qui va d'une classe à l'autre. Et parfois, ok, un ordinateur pour 4 élèves, ça marche aussi. On fait du très bon boulot avec ça. Hein, c'est juste pas les mêmes applications. Bien sûr, là on parle effectivement d'idéaux. Après, clairement dans les écoles, ça dépend. Alors Régine pose une question que j'aime beaucoup et que je me pose aussi. Enfin, c'est pas une question, mais elle dit attention, les jeunes vont se détourner du numérique si on l'utilise trop en pédagogie. C'est une question moi qui me fait sourire parce que c'est un petit peu on a eu ce retour hein, de certains profs, donc par rapport à Khan Academy, qui nous disaient qu'à partir du moment où c'est le prof qui encourage à l'utiliser, c'est comme un prof qui te demande de lire un livre. Le livre, il perd son goût. Et donc, Oui, voilà. Qu'est-ce que tu en penses? oui. Bah, je pense que, alors on va pas les détourner du numérique, mais on va les détourner peut-être des usages pédagogiques du numérique. Euh, Ça, c'est très français en fait. C'est un rapport à l'autorité, malheureusement, qui tient pas lieu du numérique ou à l'autorité éducative. Qu'il y a, en fait, on finit par développer un esprit de contradiction et tout ce qui vient. Et ce qui est marrant, c'est qu'on peut faire aussi le parallèle. Hein. Les autorités, quand ils demandent aux enseignants d'utiliser du numérique, il y a rien de plus efficace pour les détourner du numérique. Alors, ce qui est vrai pour les enseignants, je sais pas, c'est juste que en fait, euh, le problème, c'est que les élèves, ils vont avoir quoi spontanément comme usage du numérique? Bah, je sais pas. En tout cas, quand ils sont ados, Snapchat, Instagram, enfin Facebook et encore. Euh, voilà. Je pense que spontanément, ils seraient jamais allés sur ou vraiment de manière minoritaire sur des usages pédagogiques, sauf si les parents payent un abonnement pour une entreprise, etc. Pour un service et qu'ils forcent leurs élèves, leurs enfants à faire ça. Mm. Je pense pas. Je pense qu'au contraire, le plus tôt et le mieux de faire prendre conscience aux enfants et aussi indirectement du coup aux parents que Internet peut avoir un usage pédagogique et Mhm. que c'est un des usages qui doit être les plus intéressants. Sinon, c'est quoi? Sinon, Internet, c'est réseaux sociaux et Netflix, etc. Et je pense que ça fait partie du métier de l'école. Alors bien sûr, il faut le faire bien pour pas les en dégoûter, mais c'est pas parce que il y a des situations problématiques qu'on doit renoncer à cette ambition qui est d'inculquer
aux élèves et aux futurs citoyens que Internet, c'est un vecteur de savoir aussi. C'est vrai que nous, ce qu'on encourage, en tout cas, quand on fait nos formations aux enseignants, c'est effectivement de montrer que tous les supports numériques peuvent être utilisés pour autre chose que consommer. Et c'est quelque chose qui s'apprend effectivement parce que on en parlait juste avant le live, mais parfois donc les enseignants ont l'impression que les élèves savent tout faire sur l'ordinateur, savent utiliser un téléphone à la perfection. Et puis finalement, on se rend compte que des élèves donc de secondaire au lycée ne savent pas imprimer, ne savent pas envoyer un mail, et donc ils ont en fait, les usages qu'ils ont eux du numérique sont très différents de celles des adultes. Ah bah oui, mais il y a un mythe du digital native. Alors c'est pas parce qu'on sait utiliser Snapchat qu'on sait utiliser le numérique, hein. Il y a un pas. Demandez aux élèves juste pour rigoler de savoir utiliser un tableur Excel correctement, les formules ou les trucs comme ça, ou savoir structurer un document avec des titres dans un truc de texte là, Word ou peu importe, ou OpenOffice. Bah, vous allez être surpris le digital native n'est pas aussi digital native qu'on le croit, hein, et les générations du dessus savent bien mieux s'en sortir. En tout cas, moi, j'ai des étudiants de 18, 22 ans, 24. Je leur apprends encore des trucs sur le numérique, même si je suis un vieux de 30 et quelques. Bah, c'est vrai que je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui dans les universités, mais on avait le C2I à préparer avec des compétences de base de mise en page sur Word et sur tableur Excel, effectivement. Alors, on a une opinion d'un internaute qui dit que selon lui, le futur, c'est un grand écran mural où le prof et la prof et les élèves peuvent intervenir par petits écrans interposés sur le grand. Ah oui, oui, je vois de quoi il s'agit. D'ailleurs, à Cergy, on a une salle comme ça. Alors, le futur va coûter très cher dans ce cas. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit c'est un budget élevé pour l'éducation nationale. Alors déjà, moi, je trouve que c'est vrai que ce truc de science-fiction, ça peut être sympa. Surtout, regardez l'école en réseau au Canada. C'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Ils ont des choses comme ça. Alors, c'est pas comme ça à ce point, mais l'école à distance comme ça, je pense pas que ce soit le futur pour une raison très simple. Si vous voulez, ma vision, alors là, pareil, c'est une opinion, hein. Le futur, déjà, on sera bien content si dans le futur on a assez d'électricité pour tout le monde, hein. Je veux pas dire, mais il n'y a pas besoin d'être collapsologue pour voir que il va y avoir des petites tensions là-dessus et que le futur va pas nécessairement être une sorte de science-fiction technologique utopienne. Donc peut-être, hein, d'ailleurs, on peut émettre l'hypothèse que le numérique, ce n'est qu'une passade des, allez, 10 ans passés, 15 ans, soyons fous, jusqu'à, allez, encore 20, 30 ans, et après c'est fini parce qu'on n'aura pas assez d'électricité pour allouer à ça, hein. Qui sait? Et merci, oui, de dire ça aussi, parce que nous, sur le point sur lequel on insiste énormément par rapport à la formation d'enseignants, c'est de beaucoup parler de pédagogie plus que d'outils, parce qu'on ne sait pas si dans un an l'outil est obsolète, on ne sait pas si on va utiliser le même type d'écran, on ne sait pas. Tout ça, c'est des choses qu'on peut pas prédire, et comme tu dis, enfin nous, on n'est pas très vieux, mais pourtant, ce qu'on utilisait quand nous on était jeunes et ce qu'on utilise aujourd'hui, ça a énormément évolué. Facebook, et comme tu le sous-entendais, n'est plus utilisé par la plupart des jeunes qui sont sur TikTok et autres. Et donc, tout ça évolue tellement vite que c'est très dur de se projeter. Et le fait d'insister, par exemple, voilà, sur la différenciation, l'utilisation du numérique pour la remédiation, pour certains usages pédagogiques, peut finalement avoir peut-être une portée plus longue qu'un outil, comme tu dis, bah voilà, peut-être qu'on n'a plus d'ordi, peut-être qu'on n'a plus d'électricité, mais voilà. Oui, oui, bien sûr. Bon, après, pour le moment, là, c'est la projection à long terme. Sur le court terme, on a encore l'électricité, donc profitons-en. Mais oui, c'est avoir, c'est bien connaître l'usage, comme tu dis, c'est les questions de remédiation. C'est vraiment ça. C'est pas voir. En fait, il faut pas sombrer dans le solutionnisme technologique, c'est-à-dire cette sorte de tendance à croire que le numérique va sauver tout. Bah non, il y a plein de problèmes, et même il y a plein de problèmes où c'est tellement moins cher de le faire avec des solutions non numériques en fait, de mon point de vue, il faut viser l'efficacité et la qualité. Si ça passe par le numérique, bah,
allons-y. Et si ça passe pas par le numérique, passons pas par le numérique. Enfin, j'ai envie de dire, peu importe le moyen, tant qu'on arrive à notre fin, quoi. Tout à fait. Et moi, à l'instant, quand tu parlais, donc le même internaute nous disait que, par exemple, le numérique permet de communiquer avec des classes à l'international, qui est beaucoup Ouais. plus compliqué à faire que d'écrire des lettres sur papier. Laetitia pose une question également. Elle demande, est-ce qu'il vaut mieux proposer des outils comme Word et Excel aux élèves, ou est-ce qu'il vaut mieux partir sur des logiciels libres? Alors là, j'ai envie de dire, c'est aussi une question de budget. Moi, j'aurais tendance à dire, si je devais suivre la doxa, je suis plutôt libriste, hein, c'est-à-dire un promoteur du libre de manière générale. Néanmoins, on peut pas envoyer, enfin, il faut que les élèves sachent aussi utiliser les tableurs et type Word et Microsoft, des solutions privées. C'est gênant de les voir arriver sur le métier dans le monde professionnel où tout le monde n'est pas sur LibreOffice et qui maîtrise pas. Après, ceci étant dit, là où c'est un débat qui est pas nécessairement si grave que ça, c'est que il y a des fonctionnalités qui sont en commun dans les deux. Et ce qui est important à mon sens, c'est qu'ils maîtrisent ces fonctionnalités, qu'ils savent ce que c'est un titre, ce qu'ils savent mettre en forme des styles, qu'ils savent, voilà. Et là, les objectifs pédagogiques, ils peuvent être exactement les mêmes, qu'on soit sur une solution libre ou non. Et s'ils sauront le faire sur le libre, ils sauront le faire aussi sur la situation là. Donc moi, je pense qu'il faut plutôt que d'entrer dans une opposition libre versus non libre, il faut plus en fait être sensibilisé à la question de la maîtrise des progiciels. Donc enfin c'est logiciel progiciel. D'ailleurs, il y a eu des décennies de colloques scientifiques là-dessus, hein, DIDAPRO, ça s'appelle toujours comme ça, sur comment on fait pour arriver à cet objectif. Enfin, la maîtrise des tableurs, la maîtrise des traitements de texte, etc. C'est, à mon sens, un des objectifs primaires de l'éducation numérique à l'école, dans le secondaire ou dans le primaire, dans le cycle primaire. Et on peut pas dire, là, je reçois les étudiants là qui sortent de lycée en ce moment. On peut pas dire que on a encore en tout cas, on peut dire qu'il y a de la marge de progression. Ça, c'est sûr. Là, je suis en train d'enseigner à mes étudiants des trucs que je considère que, enfin, c'est le jeu habituel. Pourquoi ça n'a pas été fait par l'enseignant d'avant? Ben, je suis en train de le faire et je trouve que c'est dommage qu'on en soit encore là. Mais c'est vrai que on avait ce retour aussi d'enseignants universitaires qui nous disaient qu'il a essayé de mettre en place la classe inversée, mais comme ça n'avait jamais été fait auparavant pendant les études des élèves en primaire secondaire, ça a fait un gros flop et que voilà, donc les pratiques aussi liées au numérique sont à mettre en place pas seulement à l'université, mais ça commence déjà bien avant. C'est sûr. Après, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, c'est pas de manière linéaire. Souvent, dans le primaire, ils sont vachement plus avancés dans ces pratiques que dans le secondaire, parce que les contraintes dans le secondaire font que, quand on a moins de temps avec ses étudiants, on prend moins de risques. C'est des choses aussi bêtes que ça. Et qui fait qu'on peut avoir beaucoup d'avancées vers la classe inversée dans le primaire, une disparition quasi totale, enfin essentiellement une disparition au niveau du secondaire pour des retentatives. Mais c'est sûr que la situation n'est pas simple là-dessus. Bien sûr. Après, on peut pas tout mettre sur le dos des enseignants qui n'ont pas fait de la classe inversée. Il y a aussi le fait que même nous, dans le supérieur, quand on fait de la classe inversée, on le fait pas avec énormément toujours d'expérience derrière nous et pas avec des bonnes ressources toujours, quoi. Bien Donc, sûr. la situation est très très compliquée là-dessus. Merci beaucoup parce que c'est aussi quelque chose, peut-être le mot de la fin, ça peut être ça, c'est que on jette souvent la pierre aux profs en disant il faut faire ci, il faut faire ça, vous faites pas ça bien, mais on fait partie d'un système qui est très très grand, où il y a beaucoup d'acteurs autour de l'éducation. Tout le monde veut le mieux pour les enfants, mais ça passe par beaucoup de choses et les enseignants font de leur mieux. Donc voilà. Eh bien, merci beaucoup Mathieu pour ton intervention.